Salut la psychiatrie au soleil. Ici Sophie Crizen. Je suis auteure d'un roman qui s'appelle L'étrange univers du schizophrène, dans lequel vous trouverez ma tumultueuse relation avec la psychiatrie, ainsi que quelques pistes qui m'ont servi à mon rétablissement. J'ai été souffrante de troubles psychiques, psychose ou schizophrénie, peu importe. C'est pour cette raison que j'ai dû me lier avec la psychiatrie pour mieux m'en délier par la suite. Je vous avais préparé un grand discours, voilà, avec plein d'explications, mais je pense que vous trouverez dans mon roman plus de détails et vous aurez, par le biais de l'écriture, un temps plus important pour faire résonner un petit peu ce que je relate de mon expérience en vous par le biais de la lecture. Je vais donc essayer de vous faire un résumé de tout ça. Ah, le livre est en accès gratuit sur les réseaux sociaux, Sophie Crizen. Rejoignez-moi, rejoignez-nous d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Euh, Alors, pour faire court, dans mon rétablissement, j'attribuerai la place de la psychiatrie comme la face immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que si on part du principe que je suis rétablie, bon, moi je me sens bien, j'ai une vie satisfaisante où je peux ressentir du bonheur. Donc je pense que c'est ça, se sentir rétabli, c'est arriver à être heureux. Peu importe si notre vie au vu des autres est normale ou anormale, il n'y a pas de vie normale, il n'y a pas de vie anormale. On cherche tous le bonheur, qu'on soit d'un côté ou de l'autre du bureau. Alors, ceci étant, voici donc ce résumé. La psychiatrie m'a servi dans mon rétablissement à hauteur de la face immergée de l'iceberg. Il faut savoir qu'un iceberg, ce qui se voit en surface, représente 10% de la totalité du glaçon, puisque 90% reste sous l'eau, donc immergé au lieu de émerger. Bon. Alors voilà, les 10% qui ont été faits dans mon chemin par ma relation avec la psychiatrie, c'était surtout donc au départ. Donc c'est au départ de la maladie, voilà, là, la psychiatrie a mis ses 10% sur le tapis avec une principale arme, c'est-à-dire un traitement médicamenteux chimique. Voilà. Euh, ça, ça s'est limité à ça, à des séances bien sûr mensuelles dans lesquelles je ne savais pas trop quoi dire. Qu'est-ce que m'a apporté mon psychiatre? Donc, outre le traitement médicamenteux, et ça m'a mis très en colère d'aller chez le psychiatre, le fait qu'ils disent jamais rien, le fait que vraisemblablement ils ne connaissaient pas euh, vraiment scientifiquement de quoi je souffrais, ni scientifiquement avec de quoi étaient constituées les molécules qu'ils me donnaient pour me soigner. Donc la discipline m'a vite paru assez peu scientifique. Et cette colère, ce dégoût,
m'ont finalement servi par la négative à aller chercher les solutions ailleurs. Et j'ai vite conclu que, enfin vite, après 10 ans de psychiatrie quand même, j'ai conclu que la solution, elle n'était pas dans le cabinet de mon médecin, qui n'était peut-être pas le meilleur praticien, sachant que j'en ai quand même vu plusieurs, mais bon, j'ai pas rencontré un praticien qui m'a convaincu de sa, de son efficacité au-delà des 10% dont je parlais. Donc voilà, mais par contre, il m'a tellement mis la haine que je suis allée chercher les réponses ailleurs et j'ai conclu que la solution à mon mal-être résidait dans moi-même. Je ne pouvais compter que sur moi. Donc pour ça, il a bien fait son job parce qu'il m'a renvoyé à moi-même. Donc c'est un peu le but de la psychiatrie. Sauf que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus franc et qu'il me dise écoute, prends ce traitement, on ne sait pas comment ça marche. Moi, je sais même pas trop de quoi tu souffres. Et puis surtout, s'il avait été un peu plus franc, il m'aurait dit bah écoute, débrouille-toi toi-même. Ça m'aurait fait peut-être j'aurais gagné 10 ans si j'étais tombée sur quelqu'un de franc, droit. Après, je dis pas qu'il n'était pas franc, mais c'est la discipline qui empêche cette sincérité, cette franchise. Voilà. Bon, le traitement m'ayant quand même servi de stabilisateur mental pour arriver peut-être au bout de 10 ans à comprendre qu'il fallait que je me débrouille moi-même. Donc le psychiatre a utilisé donc ces deux armes, le traitement et ma colère, pour me pousser à réfléchir par moi-même et à essayer de trouver la solution en moi, puisque il ne l'avait pas, donc sans me le dire, c'est un peu ce qui m'a fait comprendre. Voilà, les 90% restants, ça a été une recherche personnelle. Alors, quels outils j'ai utilisés? J'ai commencé par un livre qui s'appelle Comment devenir un optimiste contagieux, basé sur des théories notamment de neuroplasticité, sur le fait qu'on peut éduquer ses neurones soit à penser à des pensées dépressives sans arrêt, mais on peut contrebalancer et éduquer aussi euh, ces neurones à penser positif. Et à force de s'entraîner à penser positif, le chemin pour la pensée positive se ferait plus facilement. Et donc, le réseau de la positivité, disons, s'éclaire. J'ai donc été passionnée par ces théories nouvelles où je voyais quand même plus de perspectives que la psychiatrie que j'avais vécue, très classique, très à l'ancienne, hein, la psychiatrie dont je vous parle. Et j'ai commencé à creuser par moi-même le sujet. Donc, j'ai lu pas mal d'ouvrages sur les théories de neuroplasticité, la capacité du cerveau à se restructurer au fond. De là a dérivé une phase de mise en pratique, puisque c'est comme le cerveau, c'est comme un muscle. Et il fallait donc faire du sport avec ce cerveau. Et le sport du cerveau, ça s'appelle la méditation. Donc j'ai commencé chez moi, toute seule, dans mon coin, tout ça, hein, avec les outils qu'on a aujourd'hui, c'est quand même possible. J'ai commencé à me documenter sur la méditation. Je suis tombée sur Christophe André, qui est un psychiatre et qui propose donc des CD de méditation laïque que j'ai pratiqué. Ça m'a pas mal aidé. Comme autre outil, il y a eu l'écriture aussi. Il y a eu l'écriture, il y a eu aussi un affranchissement en fait du regard de la société qui estime que la folie est dangereuse. Donc moi, je me suis jamais considérée euh, comme quelqu'un de dangereux. J'ai jamais été plus dangereux que quelqu'un d'autre. Voilà.
Enfin, je souhaiterais aussi dire à tous que il faut quand même savoir reconnaître un bon psychiatre d'un mauvais psychiatre. Et je dirais qu'un bon psychiatre devrait sortir de sa zone de confort de ses 10% pour manger un peu sur les 90% qui restent. Par exemple, en vous proposant d'intégrer des groupes de parole entre souffrants, vous aiguiller vers des structures associatives où vous trouverez d'autres soignants, par exemple des éducateurs spécialisés ou des psychologues ou des assistants sociaux, etc. Euh, des groupes, quelqu'un devrait aussi vous aiguiller sur des groupes peut-être d'art, voilà, d'autres formes de thérapie, la sophrologie, la méditation. Donc, si votre psychiatre propose ce genre de solution, c'est déjà qu'il sort de sa zone de confort, donc on peut quand même saluer son courage. Les groupes de parole aussi, dans les 90% que j'ai mis en place, moi qui ne voulais pas être assimilée aux gens que j'avais vus à l'hôpital psychiatrique, que je trouvais tous pires que moi. Eux, ils étaient fous, mais pas moi. Donc 10 ans après, j'ai voulu retourner dans ces groupes de parole et finalement j'y ai trouvé, bien au contraire, des gens très érudits, des philosophes, des gens qui avaient justement eux aussi réfléchi dans leur zone de 90%, qui avaient fait un travail énorme sur eux-mêmes. Et ça a été finalement ce partage d'expérience que j'ai fait avec d'autres gens qui ont pu souffrir de psychose a été très enrichissant. Donc je le mettrai aussi dans l'arsenal possible du rétablissement. Voilà, il y a des choses aujourd'hui, moi j'ai pas fait, mais il y a des théories comportementales, il y a plein de nouvelles choses. Donc un bon psychiatre devrait vous aiguiller. Il y a aussi les pères aidants, c'est-à-dire ce qu'on fait en partage d'expérience entre souffrants, qui est très bien, que vous trouverez dans des groupes de parole. Il y a le réseau d'entendeurs de voix qui essaye de trouver des nouvelles voies de rétablissement. Voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Il y a aussi une arme qui m'a beaucoup servi, c'est l'humour. Voilà. Savoir rire de soi-même, euh, rire de la situation, même la plus dramatique, si on veut comme ça. Voilà, rester optimiste et aussi beaucoup de spiritualité, puisque de la méditation laïque, je suis naturellement passée vers l'origine de la méditation, c'est-à-dire le bouddhisme. Et donc là, j'avance sur ce chemin qui m'apaise et qui me fait du bien. Voilà, je vous embrasse. J'espère que vous trouverez dans mon discours des armes, des outils surtout. Je préfère outils que armes, hein. C'est pas une guerre non plus. Des outils qui vous permettront d'être un bon chef de chantier parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut rappeler. On a tendance à donner tout le pouvoir à notre psychiatre et ça c'est une erreur parce que le chef de chantier c'est vraiment le patient ou un patient, hein, ça dépend. La personne qui souffre, c'est vous le chef de chantier. Le psychiatre, le psychologue, l'éducateur, les associations, euh, la méditation, les groupes de parole, ce sont vos outils. C'est donc à vous d'apprendre à utiliser les outils tels qu'ils sont. C'est pour ça on ne doit pas attendre 100% d'un psychiatre. Le psychiatre vous le dira pas. Je ne sais pas pourquoi, ça je le déplore.
Mais le psychiatre, c'est un outil parmi tant d'autres et pas forcément l'outil le plus important du rétablissement. Je vous embrasse à tous illuminés, ensoleillés. Mettez vos lunettes et à bientôt.